Bonjour Christopher. Bonjour Anne-Laure. Eh bien, nous sommes ensemble aujourd'hui pour un petit moment, pour prendre le temps d'échanger sur ton expérience évidemment de navigateur, mais liée avec la problématique du sommeil, parce que on sait que la problématique du sommeil, ça concerne beaucoup de personnes, beaucoup de Français, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde sportif aussi. Et donc, aujourd'hui, je voudrais savoir comment tu te prépares pour une course au niveau du sommeil, comment ça s'est passé, tes premières interventions sur le sommeil, parce que tu as été suivi, parce que ça a été peut-être étudié. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter un peu Effectivement, moi ça fait maintenant 15 ans que je fais de la course au large, que je me retrouve en situation de privation de sommeil quand je suis en course ou même à l'entraînement. Effectivement, c'est avant tout l'expérience qui me permet maintenant de beaucoup mieux me connaître et de gérer mieux mon sommeil pendant mes courses. Néanmoins, tu faisais référence à est-ce que finalement je m'entraîne, est-ce que j'ai fait des études sur mon sommeil? La réponse est oui. Assez tôt en fait dans ma carrière, j'ai travaillé avec un hôpital et avec un professeur spécialisé sur le sommeil. L'exercice qu'il m'a proposé de faire, c'était de passer 24 heures avec des électrodes sur le crâne. une somnographie, Voilà. polysomnographie ou une somnographie. Okay. Tu connais mieux forcément les termes que moi. Et donc, avec une seule consigne, il m'avait donné une seule consigne qui était fais ta nuit normale et place une sieste au moment où tu te sens le plus fatigué dans la journée. Une sieste de 20 minutes, donc avec un réveil. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti chez moi avec mes électrodes sur le crâne et puis j'ai essayé de passer une journée normale et de sentir le moment où j'avais, voilà, c'est en gros une porte d'entrée du sommeil, je suppose. C'est ça, les premiers signaux, les yeux qui piquent, envie de bâiller, ça ce sont des signes. Exactement, donc ça c'est quelque chose qu'on ressent tous à plusieurs moments de la journée, ça nous arrive aussi en mer évidemment. Et donc à ce moment-là, je me suis endormi pendant 20 minutes et en fait on s'est rendu compte dans l'analyse de mes cycles de sommeil que pendant ces 20 minutes-là, j'avais totalisé à peu près 4 minutes 30, voire 5 minutes de sommeil lent profond, ce qui était plus que sur les 4 autres cycles que j'avais fait pendant la nuit. Donc finalement, une sieste qui était hyper réparatrice et hyper intéressante en termes de sommeil lent profond. Oui, très bien. Alors là, tu abordes un sujet qui est vraiment intéressant sur les stades du sommeil, les différents stades du sommeil. Et en effet, ça se découpe de cette façon. Premier stade, le stade léger, le stade du sommeil léger, Ouais. le stade très léger, le stade 3 qui est le sommeil lent profond, le stade 4 également, lent très profond, qui permet ce stade 3 et 4 en effet de récupérer notamment sur le plan musculaire, corporel. Et puis ensuite il y a la phase de sommeil paradoxal. On en reparlera du sommeil paradoxal parce que c'est important, surtout aussi sur un bateau. Oui, en fait ce qu'on peut conclure là de ce que tu viens de dire, c'est que tu as appris à mieux connaître Exactement. tes rythmes du sommeil. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous déjà, sans être sportif, pour nos vies de tous les jours, nos vies professionnelles, nos vies personnelles, mais aussi dans le sport. Apprendre à mieux connaître ces rythmes du sommeil. Donc ça, cette expérience t'a permis d'apprendre cela et après l'application. Voilà, alors après, c'est vrai que la transposition dans le monde de la voile, connaître ses cycles de sommeil, c'est intéressant au quotidien. Moi, en tant que sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui m'a servi par la suite. Déjà à terre, simplement savoir que je suis plutôt du matin et pas du soir, donc se coucher tôt, se lever tôt. Bon voilà, moi c'est mon rythme. Et effectivement, essayer de saisir les opportunités pour dormir à un moment donné dans l'après-midi. Donc moi je sais que c'est autour de 15 heures et je sais que c'est hyper efficace à ce moment-là. Mais ça, j'ai envie de dire, ça me sert au quotidien. Je pourrais ne pas être sportif de haut niveau, ça me servirait de la même manière. Et je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin de faire tous ces tests pour le savoir. Il suffit d'être à l'écoute aussi
de son corps, de ses petits signaux de bâillement. Il y en a, je discutais avec une collègue de bureau pas plus tard qu'avant-hier qui me disait « Ah ben moi, c'est plutôt en fin de matinée que j'ai ce sommeil-là, ce petit coup de barre, je me lève très tôt. » Je dis « Bah, essaye de dormir 20 minutes à ce moment-là et puis regarde ce que ça donne sur quelques temps. » Donc ça m'a vraiment aidé plus dans ma vie au quotidien, certes ma vie de sportif. Maintenant, au final, c'est très difficile à transposer une fois qu'on est en mer. Pourquoi ? Parce que quand on est en mer, c'est le bateau, c'est le vent, c'est la mer qui décide les éléments et qui décide quand c'est qu'on peut aller dormir. Donc, ce qui va être important, et je pense que ça fait rebond à ton métier aussi, ce qui est important, c'est d'arriver à entrer finalement vite dans ces phases de sommeil qui sont récupératrices, quel que soit le moment de la journée, quel que soit le moment de la course. Parce que finalement, il peut se passer 24 heures où c'est vraiment impossible de dormir parce que les conditions sont trop changeantes, il y a trop de travail à faire sur le bateau. Et inversement, on va avoir derrière 48 heures qui sont très cool, avec très peu de manœuvres, et où là, il va falloir essayer de récupérer un maximum et de dormir un maximum. Donc, c'est ce qu'on va apprendre avec l'expérience, c'est d'abord, en tant que coureur au large, identifier ses temps forts, ses temps faibles, pour aller se reposer. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, et ça c'est ça qui est dur, surtout sur des bateaux qui sont de plus en plus rapides, qui font de plus en plus de bruit. On pourra écouter tout à l'heure un morceau de vidéo du bruit qu'il y a sur nos bateaux, mais c'est vraiment insensé. Ouais, il y a des alarmes. Voilà, des alarmes, et puis surtout le bruit du carbone qui tape sur les vagues, les sifflements des foils, enfin, c'est vraiment hyper anxiogène, lié à la vitesse, au risque qu'on prend quand on va très vite sur l'eau. En fait, arriver à... Voilà, j'essaie de le faire, à se poser, à fermer les yeux et à pouvoir se déconnecter. À se déconnecter un petit peu, tout en restant, mais pas complètement. Exactement, ouais. Pour rentrer dans du sommeil réparateur. Ça c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec l'expérience, avec les milles qu'on fait sur l'eau. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre réellement en suivant une formation, en allant faire ces tests que j'ai fait avec les électrodes. C'est vraiment l'habitude d'être confronté à ces éléments. Ouais. Et puis petit à petit aussi la connaissance de soi. La connaissance de soi, en effet. Donc, c'est ce qu'on peut retenir, apprendre à mieux se connaître, mieux connaître ses cycles, ses petits coups de barre dans la journée, les portes du sommeil, à partir de vers quelle heure on a l'impression que c'est notre porte, c'est l'heure d'aller se coucher avec les premiers signaux, puisque finalement, on a pu observer que les cycles du sommeil duraient environ 90 minutes, plusieurs cycles qui s'alignent, qui se succèdent. Donc, apprendre à bien reconnaître ces rythmes. Et pareil pour l'entreprise, on peut le transposer à l'entreprise, parce que tu parlais tout à l'heure des éléments, de la météo, du bruit. Eh bien, pareil, en entreprise, il y a parfois des open space. Donc là aussi, on peut être confronté au bruit. On peut être aussi confronté à des rythmes différents, des périodes de forte activité, et puis d'autres où ça va être plus tranquille. Donc ça impacte aussi le sommeil. Ce qu'on vit dans la journée impacte aussi notre sommeil. Il y a l'anxiété liée à ce qu'on vit au quotidien. Et puis tu disais sur les rythmes, c'est vrai qu'être en capacité de dire voilà, moi mon rythme c'est celui-là, je suis du matin, et du coup d'arriver à imposer entre guillemets, enfin en tout cas à trouver un cadre de vie, un cadre de travail dans lequel on va être dans ce rythme-là. Là où on est tu plus parlais à l'aise, de rythme où ça s'accélère. Si petit à petit on se laisse manger entre guillemets par le rythme de l'entreprise et qu'on se retrouve à travailler tous les soirs jusqu'à 22h alors qu'on est quelqu'un qui est plutôt du matin, forcément petit à petit on va réduire son temps de sommeil et ça a des répercussions. Enfin, ça je pense que tu le diras mieux que moi, mais sur la santé qui sont terribles à moyen terme. Parce que en fait on a tous une horloge biologique. Comme tu le disais, toi tu es plutôt du matin, donc il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Et ces rythmes biologiques, on est synchronisé, nous l'être humain, sur un rythme de 24 heures circadien, et par rapport à cela on est synchronisé
par les apports de lumière, en fait cette alternance entre le jour et la nuit. Et puis l'apport de lumière, en effet, le jour, l'obscurité, la nuit, donc on est rythmé là-dessus. Donc oui, ce sont des synchroniseurs, la lumière. Alors la lumière, quand tu navigues, parce que le but là, en tant que navigateur, c'est de réussir à pouvoir finalement s'endormir assez rapidement quand il y a une porte, quand c'est l'opportunité, quand c'est le moment de la journée ou de la nuit. Malgré le stress, malgré tout ce qui se passe, hop, là, quand tu sens que c'est le moment. Donc, c'est de trouver la sérénité ou le calme intérieur assez rapidement. Alors ça, quand même, tu disais, c'est compliqué de s'entraîner avant, mais ça s'apprend quand même. Ouais, des petits, en tout cas, je peux te donner des petits trucs. Tu vois, tout de suite, quand je t'ai parlé de ça, c'est déjà de se retrouver dans une position dans laquelle tu arrives à te détendre complètement. Sur nos bateaux, c'est très compliqué parce que ça bouge beaucoup, les chocs sont violents, donc on a des sortes de poufs à billes, voilà, les fat boys qui vont un petit peu nous entourer, et on va être un petit peu comme je suis dans ce fauteuil-là, bien calé. Donc ça, c'est la première chose. Moi, j'aime bien, après il faut réussir à ne pas avoir froid. Donc nous, dès qu'on s'arrête de bouger, on peut être confronté au froid ou au trop chaud d'ailleurs aussi. Oui. La température, ça c'est important pour le sommeil. La température, arriver à le gérer, c'est hyper important. Et puis ensuite, ça c'est très différent selon les personnes. Il y a la gestion du bruit et de la lumière. Donc, température, bruit, lumière, exactement. Ça, ce sont des facteurs. Donc le bruit, effectivement, de plus en plus maintenant, on navigue avec des casques anti-bruit ou des bouchons d'oreille, etc. pour faire descendre le niveau du décibel, tout en entendant quand même les bruits qui sont anormaux. C'est-à-dire un choc violent, voilà, quelque chose qui va sortir vraiment du bruit normal du bateau et qui donc va dire là il faut te réveiller parce qu'il y a quelque chose qui a cassé ou il y a quelque chose de pas normal. Donc ça, on utilise de plus en plus ça, et même moi qui n'aimais pas trop ça utiliser au début parce que j'aimais rester connecté avec le bateau, là la vitesse des bateaux et le niveau de décibel qu'on a atteint fait que franchement c'est impossible de s'en passer. Et puis ensuite il y a la lumière. Donc effectivement, dans l'idéal, et on le voit en ce moment sur le Vendée Globe, les skippers essayent de dormir la nuit, parce que tu disais c'est super important quand même de rester à peu près synchronisé sur cette horloge biologique, même si en mer c'est très difficile, on est sur du sommeil polyphasique, donc on prend tout ce qui vient, mais néanmoins si je peux, j'essaye de maximiser mon temps de sommeil la nuit, parce que de toute façon c'est un moment où je suis un peu moins efficace, où je vois moins bien pour régler les voiles, pour barrer, où ma vigilance baisse, donc autant utiliser ce temps-là pour du temps de repos. Et si jamais c'est le jour, moi j'arrive pas à dormir quand il y a de la lumière, donc du coup en général j'ai un cache-cou ou un bonnet que je viens mettre au-dessus juste au niveau de mes yeux, sans que ça me bouche le nez, parce que ça aussi arrive toujours à respirer. Alors il y en a qui arrivent à dormir complètement sous une couverture, mais au bout d'un moment j'étouffe. Donc voilà, ma technique c'est de me faire, alors ça peut être un vrai bandeau pour les yeux, comme on a dans les avions. Moi ma technique c'est juste que le cache-cou que j'ai tout le temps autour de moi, je le mets sur les yeux. Et ça bloque les informations et j'essaye d'être dans le noir et avec un petit peu moins de bruit, bien calé. Et ensuite on part sur des cycles de sommeil. Alors c'est très différent selon qu'on est en double ou en solitaire. En équipe. Voilà. Donc quand on est en solitaire, là on est vraiment sur son propre rythme, mais en même temps on est tout seul, donc on travaille avec des alarmes. Donc des alarmes qui nous disent finalement là le vent est en train de changer, il y a un danger qui est proche, il y a un cargo qui est en train de passer proche du bateau, là ça va sonner, c'est l'ordinateur qui va nous envoyer une alarme. Donc ça c'est une alarme de réveil impromptue on va dire, et ensuite il y a une alarme de butée qu'on règle selon les différents types de courses. Donc là on est en train beaucoup de parler du Vendée Globe, on est sur un cycle très long, ils partent 90 jours en mer. En solitaire. Donc du coup tu le disais, t'as beau être petit dormeur, gros dormeur, il faut se rapprocher de ta dose de sommeil à peu près normale. Donc on va être sur entre 4 et 6, 7 heures par jour. C'est un avantage d'être un petit dormeur. Forcément. Mais il faut quand même les faire ces heures de sommeil. En tout cas, ils ne peuvent pas passer 90 jours à dormir 1 heure par nuit. Et justement sur les conditions physiques, parce qu'on parlait du stade 3 et stade 4 du sommeil, qui est un sommeil très réparateur, le manque de sommeil sur le physique et sur le mental. Alors, est-ce que tu peux nous en parler c'est super intéressant parce que ce que j'ai pu réaliser, en fait,
c'est que, bon, et je ne suis pas le seul à l'avoir réalisé, il y a des études qui doivent l'expliquer mieux que moi, hein, mais en fait, le corps humain est ainsi fait que la privation de sommeil a finalement très peu d'impact sur les gestes physiques. C'est-à-dire que si on me prive de sommeil pendant 24, 48, voire 72 heures, je continue, parce que je suis très entraîné, à faire fonctionner mon bateau, à régler mes voiles, à barrer, à tous ces gestes qui sont automatisés, je continue à les faire. C'est ce qu'on vit beaucoup pendant les solitaires du Figaro. Les solitaires du Figaro, c'est des formats beaucoup plus courts, avec des bateaux plus petits, des étapes qui durent entre 2 et 4 jours, et où là, on dort pour le coup très peu, proche d'une heure par 24 heures. Et donc du coup, en fait, on se rend compte que même en dormant très peu sur ces étapes de 4 jours, on continue à naviguer très bien, à régler nos voiles, à faire nos manœuvres, à envoyer nos voiles, enfin tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce sur quoi on perd énormément, c'est le mental, c'est la lucidité. Et alors, c'est intéressant peut-être de différencier les deux, mais la lucidité, c'est vraiment, pour moi, la capacité qu'on va avoir à prendre des décisions. Et on se rend compte qu'en fait, elle est très impactée et très rapidement affectée par le manque de sommeil. Et ce qui est pernicieux, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc, par exemple, moi j'ai une anecdote qui m'a vraiment marqué et qui m'a servi ensuite à progresser. Et j'étais assez jeune sur cette course de la solitaire du Figaro. C'était ma deuxième participation. Je devais avoir quelque chose comme 24-25 ans. Et je pars sur la course avec un très mauvais départ. Et puis pendant les 10 premières heures de course, je cravache pour remonter un à un les bateaux. Et puis j'arrive dans les 5-10 premiers en Irlande autour du phare du Fastnet. Et dans mon roadbook, là, qui était comme tes fiches posées sur la table, j'avais écrit en gros, surtout au phare du Fastnet, il faut aller tout droit et il ne faut pas changer de direction, il faut continuer tout droit. Et je te le donne en 1000, j'ai empanné, j'ai fait la manœuvre qu'il ne fallait pas faire, et résultat, j'ai terminé 30e de l'étape, parce que c'était vraiment la bêtise qu'il ne fallait pas faire, elle donnait envie. Et puis comme j'avais travaillé pendant 12 heures non-stop, j'ai manqué de lucidité et j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, qui était rédhibitoire pour le reste de la course. Donc vraiment, le manque de lucidité. Le sommeil, Et ce qui est très dur, c'est que tu n'arrives pas à savoir quand tu l'es, quand tu ne l'es pas. Et donc là, c'est vraiment avec le temps, avec l'expérience, que tu te rends compte, ok, là je suis en train de perdre en lucidité, il faut que je me repose. Et aussi cette capacité à saisir toutes les opportunités pour récupérer. La sieste. Ouais, voilà, exactement. Au début, tu es là, tu es jeune, tu te dis, mais ça peut arriver dans le monde de l'entreprise, tu te dis, plus je travaille, plus je bosse, plus je suis à fond, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as passé 20 heures sur le pont ou 20 heures dans ton bureau, mais combien ont été efficaces dans ces 20 heures et pendant combien de temps tu as été vraiment lucide et pertinent à ce que tu faisais. Et oui, le manque de sommeil impacte la quantité et la qualité du travail qu'on peut fournir. Et donc là, notamment la lucidité. Oui, donc ce sont des facteurs vraiment et à la fois corporels et à la fois mentaux. Le sommeil joue sur ces deux aspects. Ouais. Et c'était intéressant parce que tu parlais de mental, et je pense que moi il y a une petite distinction entre la partie lucidité, qui est vraiment cette capacité à décider stratégiquement, de la partie mentale, où là, en tout cas le mot m'a fait penser à ça, où là on est plus sur la gestion des émotions aussi. Et donc là aussi, reprendre l'expérience de ce qu'on peut voir sur la solitaire du Figaro, ou si vous regardez en ce moment les vidéos du Vendée Globe, vous voyez la tête des skippers, ils sont complètement fatigués, ils sont au bout du rouleau, ils sont confrontés à des problèmes techniques incroyables à résoudre, ils sont tout seuls dans leur bateau, il fait froid, il y a des vagues énormes, ils sont à l'autre bout du monde, et du coup, il y a une fatigue mentale qui se crée, qui fait que des fois, tu pètes un plomb en fait. Ça brouille les pistes. Voilà, tu pètes un plomb, tu vas fondre en larmes, tu vas surréagir à une situation mais c'est dû à ta fatigue. Après, c'est là où les plus grands, enfin ceux qui sont les plus forts dans la course au large en solitaire, sont justement des gens qui sont très stables émotionnellement et qui ont cette capacité-là, à même très fatigués, à pas surréagir, à pas jeter l'éponge trop rapidement. Gestion des émotions. Alors voilà. ça peut se travailler aussi en amont, avant le départ. Complètement. À travers, par exemple, la sophrologie, des techniques de respiration, techniques
de relâchement des tensions musculaires quand c'est Exactement, nécessaire. Et tout à l'heure, on parlait, donc oui, ça s'apprend quand même, ça avant, et on parlait de la sieste. La sieste réparatrice, c'est vrai que, alors, bon, sur un bateau, c'est quelque chose, mais dans la vie active, c'est pas tellement dans notre culture, Non. la culture de la sieste. Mais moi, Petit à petit, ça vient, non? petit à petit, ça se démocratise, mais je dis souvent, c'est pas une perte de temps. Il vaut mieux prendre 10-20 minutes pour se récupérer finalement, donc Complètement. avec des techniques de respiration dont tu pourras nous parler aussi, des techniques de respiration, techniques de mise en condition là, pour baisser un peu la vigilance, baisser un petit peu sa garde pour pouvoir récupérer dans un laps de temps assez Complètement. court, comme vous en mer, mais qui permet derrière d'être beaucoup plus opérationnel dans ce qu'on a à Exactement faire. ça. Donc restaurer un peu ses capacités et mentales et physiques pour continuer sur terrain opérationnel Tout à à fait. assurer. Donc cette sieste, alors en sophrologie, hein, il y a des techniques de respiration en effet, des techniques aussi de visualisation, Ouais. de se projeter peut-être dans un lieu ressource. Toi, quand tu vois une porte du sommeil et que tu te dis oh là là, là c'est le maintenant, les Ouais. conditions sont bonnes, je vais pouvoir m'accorder un temps de repos. Alors tu m'as dit, tu mettais un bandeau sur les yeux, la température en effet, ça c'est un complètement. facteur important. Toi, comment tu fais? Quels sont tes petits trucs et astuces ou tes techniques pour Alors, j'ai des ou un rituel? Ouais, j'ai pas de vrai rituel. La manière que moi j'ai de dormir à bord, c'est vraiment d'arriver à trouver, comme je disais tout à l'heure, cette position dans laquelle je suis à l'aise, hein, donc de se retrouver dans ce petit cocon de coussin à billes. Prendre les points d'appui, les points de contact du Voilà. corps dans la Ensuite, position. sur la partie relaxation et effectivement d'arriver à ressentir tous les points de contact avec ce coussin. Et puis ensuite, sur la partie respiration, voilà, des choses assez simples, hein, assez basiques, mais de la respiration ventrale, essayer de faire descendre le rythme cardiaque pour simplement être plus cool et accéder facilement Et au récupérer. sommeil. Puisque quand on baisse le rythme cardiaque, De toute façon, même si c'est pas du sommeil, c'est de la récupération. C'est de la ça, récupération, c'est ce qui se passe en fait pendant les stades 3 et stade 4 du sommeil. Pour s'économiser, pour que le corps puisse récupérer, en fait le rythme cardiaque s'abaisse, la température corporelle aussi s'abaisse. D'où ma couverture. C'est ça, parce que l'environnement pour un sommeil de qualité et réparateur, on parlait de la lumière tout à l'heure, mais l'environnement, la température, le bruit, l'apport de lumière ou de l'obscurité, ce sont des facteurs aussi synchronisants. Parce que si il fait par exemple trop chaud, le corps lutte pour descendre un peu la température du corps, puisque en stade 3 et stade 4 du sommeil, la température du corps s'abaisse pour s'économiser, et puis inversement quand il fait froid. Donc oui, ralentir le rythme cardiaque par exemple pour mimer ce qui se passe quand on dort pour une sieste, eh bien il y a une des techniques, hein, peut-être que tu utilises, c'est d'allonger progressivement son temps d'expiration par rapport à l'inspiration, ce qui permet, ça c'est un truc et astuce justement de pouvoir récupérer dans un laps de temps assez court en réduisant le rythme cardiaque. Alors c'est vrai que moi je l'utilise pas forcément toujours pour m'endormir, mais par contre ça peut être vraiment, mais c'est lié, hein, des techniques que je peux utiliser sur des moments de stress ou d'anxiété, que ce soit à terre ou en mer d'ailleurs, d'aller chercher de l'expiration plus longue, des exercices de respiration. Et puis le mental, la visualisation. Voilà, la visualisation. Alors après, ça c'est effectivement, c'est hyper personnel et propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui s'imaginent sur une île déserte, d'autres dans les montagnes ou dans la maison de famille de leur enfance. Moi, je vais plutôt chercher de l'émotion avec des personnes, des personnes qui sont importantes dans ma vie, mes enfants, mon amoureuse, voilà, des personnes et des moments. Sans que ça soit quelque chose qui soit sur voilà, mes proches me manquent, mes proches me manquent, pas sur le terrain émotionnel, mais vraiment se mettre dans la visualisation d'un bon moment et d'une sensation voilà, en tout cas de gens que j'aime. Je pense qu'il y a quelque chose que je vais chercher. Se sentir en sécurité, pareil, finalement, en confiance. Comme dans le petit coussin. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc ça, c'est vraiment les choses que j'utilise, mais qui sont des choses assez basiques et finalement des choses sur lesquelles j'ai pas
j'ai pas beaucoup travaillé. Mais ce que je te disais tout à l'heure, là, quand on se préparait, c'est que on a des bateaux qui sont de plus en plus rapides, qui sont de plus en plus inconfortables, qui sont de plus en plus anxiogènes. Je pense que c'est un vrai point à travailler que d'arriver à entrer rapidement dans du sommeil réparateur, parce que c'est de plus en plus dur de s'extraire de ce contexte. Il faut imaginer on est lancé on est lancé dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui fait le Paris-Dakar à 150 sur des pistes pas du tout faites pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, et ça fait un bruit incroyable. Enfin, en fait, c'est juste impossible de dormir dans ces conditions-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Et moi, c'est un des axes de travail que je me suis fixé, de travailler sur de la relaxation, sur de la sophrologie, en tout cas sur cette capacité à entrer rapidement sur des phases de sommeil, ou en tout cas de récupération. Oui, de récupération efficace. Dans un laps de temps assez court, puisque c'est vrai que la sieste, c'est pas tellement dans nos cultures. La sieste, pourtant, qui est en général les portes du sommeil, là, après le déjeuner, en général, il y a une petite baisse de vigilance, et qui pourrait nous permettre finalement de restaurer toutes nos capacités physiques et mentales pour être beaucoup plus opérationnels après sur le terrain dans ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai que la sieste de nos jours n'est pas tellement démocratisée. Ça vient petit à petit quand même un peu, ou pas? Je me rends pas trop compte dans Oui, les entreprises. oui, Moi, j'essaie de l'appliquer à ma petite entreprise. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que c'est jamais une perte de temps. Voilà. Ça, et que c'est un outil vraiment précieux. Alors, il s'agit de ne pas non plus entamer le capital de la nuit, mais de pouvoir récupérer dans un laps de temps assez court. Donc, la sieste, on a pu voir un peu ta façon de mettre cela en place. On comprend que c'est vraiment primordial dans la lucidité, dans tes capacités physiques aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant le sommeil. On récupère sur le plan cardiaque, physique, mental. C'est une restauration. Alors, sur ton bateau, là, quand tu es en course en solitaire, tout à l'heure, je parlais de l'alimentation. Tu sais qu'on a un peu le coup de barre après le déjeuner. L'alimentation, elle joue aussi un rôle dans le sommeil. On dit qu'il ne faut pas manger trop gras non plus le soir avant de dormir, ou trop lourd, parce que la digestion, ça fatigue. Exactement, ça consomme. Et toi, comment tu gères ton apport d'alimentation? Quand est-ce que tu vas manger, quand est-ce que tu vas dormir, par rapport au sommeil aussi, est-ce que tu vas être stratégique là-dessus? Oui, ça a un impact énorme. Il y a pas mal de théories diverses et variées là-dessus. Là encore, je pense que l'important, c'est de bien se connaître et de prendre tout ce qui peut exister. Une théorie, mais peut-être que tu en parlerais mieux que moi, qui m'amuse, c'est de dire que finalement, quand on est dans ce type de situation, on revient à nos instincts de survie et à quelque chose que faisaient les hommes préhistoriques, c'est-à-dire qu'eux, ils mangeaient très très peu pendant des longues durées, et c'est ce qui fait qu'ils étaient hyper, comment on dit, lucides et focus, leur objectif. Oui, voilà, et concentrés quoi, en fait. Et donc ça avait un effet, le fait de ne pas manger aurait encore un effet intéressant sur la capacité de concentration. Donc moi, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Je trouve plutôt que quand je suis sous-alimenté, en tout cas sur des longues durées, j'ai plutôt une forme de baisse de vigilance. Donc ce que j'essaye de faire en mer, et je pense qu'il faut arriver à faire à terre, c'est finalement d'avoir un rythme relativement calé. Donc c'est rigolo parce que même en mer, j'essaye le plus possible de faire trois repas classiques, c'est-à-dire petit déjeuner, dîner. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle des collations, des petits encas qui vont se placer entre chacun de ces trois repas, un petit peu plus la nuit. Boost parfois. Et voilà. Et donc là, je vais chercher des aliments plutôt gras, entre guillemets, en tout cas. Réconfortant. Oui, réconfortant mentalement, ça peut être une chose, mais pendant les périodes où je dois être réveillé, je vais chercher plutôt du salé, du gras, du fromage,
des noix de cajou, Oui. des choses comme ça. Mhm. À Le l'inverse, magnésium, ça, c'est important. voilà, à l'inverse, quand je suis juste avant d'aller dormir, là, ça va être la partie vraiment plaisir, parce que moi j'aime bien les trucs sucrés, j'aime bien le chocolat, les petites compotes, des choses comme ça. Des petites douceurs. Voilà, et donc ça, je vais réconfortantes. vraiment le chercher sur des moments où je suis pas loin d'aller me coucher, parce que c'est bientôt la fin de mon quart, par exemple. Et bah là, c'est le moment du petit carreau de chocolat. Et en Comme fait, une récompense. on sait que quand il y a consommation de sucre derrière, oui, il y a un petit moment de survigilance, mais derrière, il y a une chute de la glycémie qui est favorable à l'endormissement. Donc, du coup, ça joue aussi dans cette capacité à s'endormir rapidement. Donc, arriver à prendre ce petit... Enfin, c'est con, hein, mais la tisane du soir avec le carreau de chocolat, c'est pas complet. C'est deux choses on croit que c'est juste pour se faire plaisir, mais c'est pas complètement idiot pour aller s'endormir derrière. Il y a plein de choses qui vont dans le bon sens, quoi. D'accord, donc ça, tu utilises cela. Mais d'ailleurs, pour se repérer, on parlait tout à l'heure d'apprendre à mieux connaître ses propres rythmes, il y a un outil qui est très, très objectif pour cela, c'est ce qu'on appelle l'agenda du sommeil. Ouais. Tu sais, c'est comme une photographie de notre sommeil alors ça peut être sur un mois, mais ça peut être une semaine, 2 semaines. Pour voir, on y note dans cet agenda du sommeil les conditions d'endormissement, comment je me suis endormie, est-ce que ça a été long ou court, est-ce que j'ai eu des réveils nocturnes, comment je me suis réveillée, est-ce que je me suis réveillée en forme avec un sommeil récupérateur, ou au contraire je me suis réveillée complètement fatiguée, et puis ce que j'ai fait dans la journée aussi. Pour faire la relation. Exactement, puisque un bon sommeil se prépare aussi dans ce qu'on fait la journée. Donc ça, c'est un outil très objectif, mais on peut faire le parallèle avec en mer, avec, tu parlais tout à l'heure d'un roadbook, ou bon, ton roadbook c'est pour la route, mais aussi peut-être suivre tes propres rythmes. Alors un calendrier ou un agenda, mais alors, il y a plusieurs choses. Des machines aussi. Ouais, il y a plusieurs choses qui ont été faites là-dessus. Alors le roadbook, effectivement, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on parle de stratégie dans le roadbook principalement, mais moi j'y note aussi les moments où je vais pouvoir me reposer. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, c'est les temps forts, les temps faibles. Dans un temps faible, je vais en profiter pour engranger un maximum de récupération, un maximum de sommeil. Donc voilà, ça c'est ce qui rentre effectivement dans la préparation, l'anticipation de ce qui va se passer sur l'eau, même si c'est jamais pareil. Et si, comme je te le disais, on essaye de le placer sur des moments où on essaye de, si je peux dormir la nuit, je vais essayer de le faire au maximum. Ensuite, effectivement, on en parlait là aussi, l'important c'est de mesurer la lucidité, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir une lucidité optimale, quelles que soient les conditions. Et donc là, il y a des travaux qui ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Rémi Urdiel, qui a travaillé beaucoup avec un des concurrents d'ailleurs du Vendée Globe qui s'appelle Thomas Ruyant. Et moi j'avais travaillé aussi un petit peu avec lui. Et donc lui, son idée c'était de dire finalement, on ne cherche pas à savoir, c'est peu important de savoir combien de temps tu dors et dans quelles conditions. Ce qui est important, c'est de savoir quel impact ça a sur ta lucidité. Et donc du coup, il avait créé des petits exercices de lucidité, des petits tests qui montraient finalement dans quel état de lucidité tu te trouvais. Et donc du coup, en faisant ces petits tests, c'était assez parlant. Oui, ça c'est important. Ça me fait penser, excuse-moi, au test de l'échelle d'Epworth. Qui permet un peu de voir quel est notre état de vigilance la journée. Est-ce qu'il n'y a pas des baisses de vigilance trop importantes qui permettent c'est un curseur qui permet de voir si on a un problème avec le sommeil, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie derrière ou pas, qui permet, parce que c'est savoir si on doit consulter ou pas, d'ailleurs ça c'est important. Parce que bon, toi, tu es encadré, tu as fait des expériences aussi en milieu médical. Parce que, excuse-moi de t'avoir coupé, mais sur le sommeil, il y a des pathologies du sommeil. Alors, on peut, évidemment, il y a l'insomnie. Donc l'insomnie, c'est quoi? Une difficulté à s'endormir. Ce sont aussi des problèmes de réveil trop fréquent dans la nuit, ou un réveil trop précoce le matin. Il y a aussi... c'est ça mon problème, moi. Trop précoce, c'est d'être du matin. Ou alors, il y a aussi l'apnée du sommeil. Ce sont des pauses respiratoires d'environ 10 secondes qui se passent. On peut les étudier là aussi, alors avec une polysomnographie ou des petits appareils comme les holters,
pour voir si en 1 heure, s'il y a 5 pauses respiratoires comme ça de plus de 10 secondes. C'est qu'on a une problématique. Et du coup, forcément, ça impacte la qualité du réveil, enfin la qualité du sommeil, c'est-à-dire que le matin, on se réveille fatigué, donc Pas en forme. Pas en forme. L'agenda du sommeil permet de déterminer cela. Donc oui, les pathologies du sommeil qu'on peut travailler. Mais toi, là-dessus, ça a été observé, ton sommeil est plutôt régulier, qui peut être peut-être impacté par ce que tu vis à la fois sur Terre, les éléments, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Mais... Non, c'est sûr. Après, moi, je pense que effectivement, maintenant, je sais exactement quel type de dormeur je suis. Ça ne m'empêche pas d'être soumis des fois à des insomnies ou des choses comme tout le monde. Maintenant, j'ai une capacité plutôt à m'endormir facilement au quotidien. Et je pense que ce que je fais en mer me permet aussi, quand je suis dans un train, quand je suis dans une voiture, ou même là, si je me pose, je vais arriver à récupérer très rapidement, même sur 5-10 minutes, j'allais dire, mon expression c'est à rentrer du sommeil lent profond facilement. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est une qualité plutôt sympa, en tout cas pour le métier que je fais, mais je pense pour n'importe qui au final. Oui, parce que on n'est pas tous égaux face au sommeil. Et puis on parlait de l'impact du stress sur le sommeil. Forcément, il y a aussi cette capacité à accepter. On en avait parlé, on avait échangé là-dessus, sur le fait d'accepter que, oui, parfois il y a des moments où on va dormir moins bien parce qu'il y a des facteurs environnants par rapport à ce qu'on vit. Donc il y a aussi ce travail d'acceptation, accepter que le sommeil ne soit pas linéaire. Il y a des périodes de la vie où on va dormir très très bien, et puis d'autres où ça va être un peu plus je crois que je me rappelle pourquoi on avait parlé de ça, c'est que en fait c'est aussi un des moments de stress que nous on peut avoir, et finalement c'est comme un acteur, mais c'est aussi comme quelqu'un qui va faire une présentation importante le lendemain dans une entreprise. C'est que la nuit d'avant le départ, ou les nuits d'avant le départ, surtout quand la course s'annonce difficile avec des grosses tempêtes, etc., forcément il y a énormément de stress. Et donc moi je dors très mal pendant les nuits qui précèdent le départ. Et pendant des années, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est terrible, il faut que j'arrive à résoudre ce problème-là, il faut que j'arrive à dormir comme un bébé la veille du départ. Et en fait, c'est au contraire, en comprenant que c'était tout à fait normal et même sain d'avoir ce type de stress, ce type d'anxiété à la veille d'un grand événement, c'est humain, que j'ai pas résolu le problème, mais en tout cas je l'ai accepté. Et j'ai accepté que ça faisait partie du jeu, et c'était l'annonciateur qu'il y avait quelque chose d'un grand moment qui allait venir. Et donc finalement c'est pas grave de mal dormir la veille d'une présentation. Il faut pas que ce soit quelque chose qui vous fasse stresser et se dire mon Dieu, je vais tout rater parce que j'ai mal dormi cette nuit. Non, c'est pas grave, vous avez mal dormi toute la nuit. Si à un moment donné dans la journée, avant votre presse, vous avez 5 minutes pour aller vous reposer, fermer les yeux, vous relaxer, et au final vous aurez reconstruit pas mal du capital sommeil qu'il fallait, et vous serez dans de très bonnes dispositions. En effet, accepter et se dire que finalement dans l'architecture du sommeil, la nuit qui s'organise avec plusieurs trains du sommeil qui durent environ 90 minutes, on a pu étudier que c'était aussi les premiers trains qui étaient les plus importants, les plus réparateurs. Donc c'est d'accepter de se dire, bon, ok, si j'ai dormi 4 heures ou que 5 heures, c'est de se dire au moins mes premiers cycles, j'ai eu les premiers les plus réparateurs. Exactement. Puisque on s'aperçoit qu'en effet c'est là où on a plus de stade 3 et stade 4 du sommeil, donc lent profond, en début de nuit, et puis au fur et à mesure que la nuit avance, exactement au profit du stade 2, qui est un stade du sommeil léger, c'est-à-dire qu'on entend encore les bruits extérieurs, mais on est quand même dans une phase de sommeil. Et puis donc beaucoup de stade 2 du sommeil, et du stade du sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Alors ça aussi on peut en parler. Le sommeil des rêves, il est important, ce sommeil, puisque il permet de mémoriser. C'est là aussi dans ces moments où on enregistre, où on mémorise tout ce qu'on a pu apprendre en effet, exactement, tout ce qu'on a pu apprendre dans une journée, de le fixer dans sa mémoire. Donc en effet, au fil de la nuit, les stades évoluent, l'architecture du sommeil évolue. Donc toi, dans des problématiques de sommeil très courts, il faut réussir un peu à enchaîner tous ces stades, à avoir
tous ces stades, parce que toi aussi tu dois rêver quand même, tu dois Ouais, je crois avoir qu'on du sommeil paradoxal. on en sur un avait bateau. parlé de ça et effectivement, je sais pas si c'est les rêves qui sont enfin, si on fait plus de rêves ou si les rêves sont plus incroyables quand on est sur l'eau. Mais en tout cas, il y a des moments qui sont les moments de réveil, notamment quand on navigue en solitaire ou en double, parce que de toute façon, c'est soit le réveil, soit votre collègue qui vous réveille. Et c'est vrai que souvent, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas, tu sors d'une espèce de torpeur, mais hallucinante, où c'est ce qu'on se dit entre nous, c'est je suis parti loin, quoi. C'est-à-dire, j'étais mais dans un autre monde. Et d'ailleurs, des fois, tu te réveilles et puis tu es là, tu sais plus où t'es, et puis là, tu t'es reconfronté à la réalité, qui est hyper difficile en plus, quoi. Mais est-ce que justement la réalité, la frontière entre la réalité et le sommeil paradoxal, les rêves, est-ce que peut-être les mouvements du bateau, tout ça, influent sur tes rêves? Je sais pas, mais je sais que en tout cas, c'est des moments vraiment saisissants où tu étais parti dans un rêve qui n'avait absolument rien à voir. Et là, on te sort de là d'un coup enfin, je sais pas, c'est très particulier. Ça aussi, c'est intéressant, c'est de savoir quel est le bon moment pour se réveiller. Alors toi, tu mets des alarmes de On n'a pas trop le butée, choix, tout ça. malheureusement. Ouais. On n'a pas trop le choix sur un bateau. Mais ça, c'est intéressant parce que en connaissant ces rythmes, eh bien, parfois, évidemment, quand on se réveille, si on est réveillé, je ne sais pas, par un bruit, en plein milieu d'un sommeil lent profond, très profond, on sort de là complètement azimité. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors que si on se réveille en fin de phase de sommeil paradoxal, en fin de cycle, 4, exactement, après le sommeil paradoxal, le réveil se fait beaucoup plus facilement et de façon plus agréable, en douceur. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire, eh bien parfois, il vaut mieux que je décale mon heure de réveil. Si je connais mes cycles, de quelques minutes. Voilà, parfois c'est un quart d'heure. Il faut peut-être mieux avancer d'un quart d'heure mon réveil, parce que je vais être à la fin d'un cycle à peu près. Ça, c'est en apprenant à mieux se connaître. Il vaut mieux en effet réussir à se caler sur des moments propices pour le réveil, pour avoir un réveil de meilleure qualité. Alors oui, il y a des butées, oui, il y a des réveils. Alors il y a des outils qui peuvent permettre aussi des réveils comme la lumière naturelle. Les volets qui sont petit à petit. Oui, où il y a des outils qui permettent de simuler une le lever du soleil plus naturellement, en fait. D'accord. Il y a des outils aussi, alors toi tu parlais sur le bateau, des montres qui mesurent les différents, la qualité du sommeil, la quantité, la qualité, les différents stades. C'est pas aussi bien, moi j'ai fait le test avec la montre, c'est-à-dire de la porter pendant une semaine, jour et nuit, de voir un petit peu ce que ça donne, et je l'ai aussi donné à ma compagne, c'est assez intéressant. Il me disait, je dors pas bien. Je dis, ouais, tu dors pas bien, d'accord. Et effectivement, je lui ai filé ma montre et effectivement, elle était à des années-lumière de ce que moi je faisais en sommeil lent profond. Donc ça veut dire que tu te retrouves effectivement avec quelqu'un qui certes a dormi le même temps que toi, mais qui en termes de récupération, dans les mêmes conditions, n'est pas du tout au même stade. Donc même avec un outil comme la montre, qui n'est pas un outil idéal, et je pense que ça remplacera jamais le travail qu'on peut faire avec des professionnels du sommeil, ou en tout cas en travaillant vraiment sur des techniques et une analyse poussée, mais ça donne déjà quand même une bonne idée de quels sont ces cycles et de comment on dort, quoi. Alors justement, là, il y a la plupart des mauvais dormeurs. Les mauvais dormeurs, quand ils disent « Oh là là, j'ai pas dormi de la nuit, c'est horrible, j'ai pas dormi de la nuit », en fait, on s'aperçoit justement avec ces outils, ou en allant un peu plus loin avec les outils de somnographie, de s'apercevoir qu'en fait, les personnes ont passé beaucoup de temps dans le stade 2 du sommeil. Et quand on se rappelle, le stade 2 du sommeil, c'est le sommeil léger. Il représente quand même, sur une nuit de normale, à peu près de 8 heures. D'ailleurs, il n'y a pas de normalité. Oui, mais une moyenne. Voilà, une moyenne. Eh bien, on s'aperçoit que 50% de la durée totale du sommeil, c'est du stade 2, du sommeil léger, où on entend encore les bruits extérieurs. On se tourne. Voilà, on va se tourner, mais bon, on n'a pas tellement envie de répondre à ces sollicitations extérieures. Mais donc, on a l'impression de ne pas dormir parce qu'on peut encore
avoir cette connexion un peu avec l'environnement, alors qu'en stade 3 et en stade 4, c'est terminé. On est coupé. Hein. D'ailleurs, dans ces stades-là, on garde encore un tout petit peu d'activité physique, mais très peu. Le visage est complètement inexpressif, c'est vraiment le sommeil lent profond. Et en sommeil paradoxal, c'est ça aussi tout le paradoxe, c'est que on peut observer, on peut voir aussi quand on est dans ce stade-là, des mouvements oculaires. Des mouvements oculaires qui sont les images. Des mouvements oculaires rapides. C'est souvent là aussi dans les ondes cérébrales où il y a une activité cérébrale plus intense, exactement, alors qu'il y a des ondes cérébrales plus lentes en stade 3 et stade 4 du sommeil. Et en revanche, pendant le sommeil paradoxal, le tonus musculaire est complètement aboli. Donc oui, il y a ce sommeil paradoxal. Et puis après, il y a ce petit temps de latence avant d'enchaîner un autre train qui est une source de... c'est là où on va en effet peut-être parfois plus se retourner, ou complètement. C'est un moment un peu sensible où on risque de se réveiller s'il y a du bruit, si les éléments c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de réveil sur l'eau où je pense que parce qu'on nous sort du stade 3 ou 4 et que tu sais plus où t'es. Voilà, beaucoup plus difficile. Alors, si on doit parler un peu des bonnes conditions pour bien dormir, il y a l'alimentation, il y a ce qu'on fait aussi la journée, c'est ce que je disais tout à l'heure, un bon sommeil se prépare la journée. On peut observer chez les sportifs de haut niveau que, en effet, avec une activité sportive la journée, on a un sommeil plus réparateur, de meilleure qualité la nuit, mais surtout on a plus en quantité de stade 3 et stade 4 du sommeil. Donc oui, une activité physique, si possible en extérieur, pour avoir les synchroniseurs de la lumière. Et pas trop tard le soir, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, mais qui cette tendance à faire du sport après le boulot, ça fait que après c'est difficile de retrouver, ça décale encore le moment où on a envie de dormir. Parce que en fait la température du corps aussi a été augmentée, il faut un certain temps pour que ça redescende. Exactement. Et justement c'est quand ça redescend, la température du corps s'abaisse, que on peut observer la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui en fait elle se déclenche, cette hormone du sommeil, suite à notre exposition avec le synchroniseur de la lumière, donc la quantité aussi d'exposition à ce synchroniseur qui déclenche le sommeil, cette hormone du sommeil. Donc ce qui favorise aussi la production de cette hormone, donc c'est ce qu'on fait la journée, l'apport de lumière, le sport en extérieur. Toi tu disais que c'était vraiment important, la nature, dehors, en contact avec les éléments. Le contact avec les éléments est plus important que le sport en lui-même, effectivement. Voilà. Je pense que même si un jour je ne peux plus vraiment faire du sport, le fait de simplement d'aller naviguer ou d'aller marcher dans les montagnes me suffira amplement. À la fois c'est ressourçant, ça nourrit nos images mentales pour des techniques de visualisation aussi. Et puis donc ça contribue en effet, cette activité physique, à un sommeil de meilleure qualité. Et puis le soir, oui, tu disais d'éviter le sport le soir, on est d'accord, et plutôt favoriser des techniques, des actions plus relaxantes. Ça peut être la lecture, ça peut être de la sophrologie, du yoga, tisane, des choses plus cool. En tout cas, si c'est des activités physiques, d'aller vers des choses plus calmes le soir, plus calmes, éviter les écrans, même si on est très sollicité, complètement. Éviter la lumière bleue, parce qu'elle contribue à désynchroniser justement notre horloge j'en suis persuadée. Biologique. Toi, en navigation, dans ta coque... On est sur des écrans tout le temps. Oui, il y a des écrans. Oui, de plus en plus, parce qu'on est entouré de capteurs et d'écrans d'ordinateur, d'électronique, donc on est tout le temps... Quand je suis tout seul, je soulève mon cache-cou, mon bonnet, et je vois les afficheurs, et je me dis ok, c'est bon, je peux dormir encore un petit peu. Donc, mais bon, c'est pas du tout le même rapport que le fait de scroller sur Instagram quand on est dans son lit. Je pense que ça, effectivement, c'est à bannir, arriver à appliquer la règle qu'on essaye d'appliquer à nos enfants, qui est de laisser le téléphone dans la salle à manger. Je pense que c'est quand même un fondamental. Les écrans, en effet, ça perturbe, cette lumière bleue perturbe nos synchroniseurs. Et puis, il y a aussi cette capacité à être à l'écoute des premiers signes du sommeil, ce qu'on a dit, quand les yeux piquent, quand on bâille, c'est le moment de se dire, tiens, c'est peut-être le début d'un train.
regarder l'heure. Exactement. Alors parfois à 21h, ça peut être un peu tôt. On peut avoir déjà un premier train qui passe. Et ça, encore une fois, on est tous différents Voilà. là-dessus. On peut avoir un premier train qui passe à 21h, mais de se dire, bon, bah, à 21h, j'ai pas forcément envie d'aller me coucher. Mais on peut observer que 1h30 après, 90 minutes 1h30, 2 après, heures plus tard. rebelote, les ça. signaux de Complètement. l'envie de bâiller. Et bien là, c'est de se dire, ah tiens, là, c'est un train. Il Ouais. faut peut-être mieux que je le prenne parce que sinon, je risque d'attendre encore un temps. Alors après, Ouais, et puis je trouve que c'est aussi de s'assumer parce que souvent, moi je sais que je suis couche-tôt, donc voilà, on se moque de toi, tu dis ah, tu fais de la course au large en solitaire et t'as sommeil à 22h. On me dit bah oui, moi c'est mon rythme. Mais en du coup, équipe, tu pars en soirée, tu pars machin, et puis tu dis bah non, moi à 22h je pique du nez. Alors après ça revient, comme tu dis, parce qu'une fois que tu as passé ton cycle, ça revient. Mais le travail en équipe, alors tu parlais aussi des courses en équipe. Toi, tu faisais plutôt le début de nuit, oui, justement, voilà, puisque c'est ton rythme. Ça aussi, c'est quelque chose que j'applique parce que c'est quand on part naviguer en équipage, notamment des fois je navigue avec des équipages amateurs, donc pas très expérimentés, qui ont tendance à profiter de la soirée parce que c'est sympa, on dîne tous ensemble sur le pont, il y a les étoiles, etc. Et puis finalement à 4h, 5h du matin, il n'y a jamais plus personne. Donc moi en général, effectivement, je suis allé dormir à 8h du soir et puis en fin de nuit, quand il n'y a plus personne sur le pont, c'est moi qui m'y colle. Donc, alors, il y a aussi ça, éviter, un des conseils aussi, c'est d'éviter évidemment les excitants le soir, Ouais. Même si la soirée est sympa, tout ça. Les excitants le soir, le café, la vitamine C. Ouais, ou le tout coca. ça. Moi, je sais que je bois un petit peu de coca, c'est pas très bien, mais bon, je bois pas de café, je bois du coca, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'éviter le soir. Donc ça, c'est des conseils basiques, mais c'est vrai que des fois, on a un petit peu tendance à les oublier. Et par contre, à l'inverse, un petit carreau de chocolat, ça peut pas faire de mal ni au moral, ni au fait de s'endormir bien après. C'est ça, comme tu disais, ce sont des conseils basiques, mais c'est important quand même de les rappeler. La température de la pièce dans laquelle on dort. Donc on préconise 18-19. La lumière. Supprimer en effet tout apport de lumière. La qualité du lit. Alors les coussins Fatboy, je sais pas, j'ai jamais dormi dans des coussins à billes, mais ça doit être quand même agréable. On fait des trucs encore mieux maintenant. Il y a pas mal d'études qui ont été faites. On a aussi des matelas qui sont des sortes de matelas un peu à mémoire de forme, des oreillers, pareil. Mais c'est vrai que voilà, je pense que nous on a vraiment besoin de quelque chose qui nous englobe. J'ai jamais essayé de dormir à terre dans ces trucs-là, mais peut-être que ça se démocratisera plus tard, j'en sais rien. Mais c'est aussi peut-être ça rappelle le cocon intra-utérin, je suppose. Bon, alors pour résumer, en effet, on n'est pas tous égaux face au sommeil par rapport à ce qu'on vit, par rapport au sport, par rapport à ce qu'on vit aussi dans le monde de l'entreprise. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais il y a quand même un dicton, on dit que 20 minutes de sophrologie équivaut à 2 heures de sommeil en termes de récupération. Ça m'étonne pas. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien, prendre le temps de pouvoir récupérer, ça c'est une des clés vraiment de notre qualité aussi d'éveil pour nos performances à la fois intellectuelles et physiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites évoquer dans ton expérience? Non, mais moi je pense que c'est vraiment être à l'écoute de soi-même, de ses sensations, assumer, voilà, ça, je suis du matin, je suis du soir, assumer que faire une sieste de 5, 10, 15, 20 minutes, ça va faire qu'au final je vais être plus productif. Et puis je pense qu'on ne cesse jamais de progresser. Voilà, moi j'ai une expérience sur ce sujet-là qui est importante. Néanmoins aujourd'hui je sens que mon métier il est en train d'évoluer, la manière dont on navigue elle est en train d'évoluer. Et je pense que la sophrologie c'est forcément un axe de travail et de développement pour moi dans les années à venir. Ouais, de le lier avec le sport et puis qu'on peut appliquer aussi dans le monde de l'entreprise. Christopher, je te remercie beaucoup pour ces échanges très enrichissants, d'apprendre à mieux connaître la vie d'un navigateur. Pour moi, c'était une découverte et c'était très enrichissant parce que ce parallèle avec le sommeil, on l'aura compris, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un des facteurs de réussite dans mon métier, mais dans tous les métiers. Et puis dans notre vie de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup, Christopher. Merci à toi.